Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le carnet de l'étudiant étranger, votre rendez-vous mensuel pour explorer ensemble les 1001 manières de s'intégrer, de comprendre et de participer à la vie sociale en France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, souvent sous-estimé, la vie associative. Quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on soit étudiant, jeune pro ou simplement curieux, s'engager dans une asso peut tout changer. C'est une porte ouverte vers les autres, un moyen d'apprendre, de créer, de trouver sa place. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra Fraisse-Eliazor, autrice, consultante en communication et coach en prise de parole. Elle accompagne depuis plusieurs années des porteurs de projets, des institutions et des associations dans la mise en mots de leur identité, de leur message. Mais au-delà de son métier, Alexandra a une vraie réflexion sur la place de la parole, la participation citoyenne et la construction du lien social. Avec elle, on va explorer ensemble ce que la vie associative apporte à l'individu, comment elle participe à la construction d'une société plus humaine et en quoi elle peut aider chacun, y compris les étudiants étrangers, à s'épanouir dans leur nouvelle aventure. Le carnet de l'étudiant étranger, c'est maintenant. Comment vas-tu, Aristide ? Alors, très bien. Ça fait un retour. Ça faisait 2 éditions auxquelles je n'ai pas participé. Donc, je suis très ravi d'être ici ce soir pour une nouvelle édition. Un plaisir aussi d'être avec l'invité, donc que tu pourras peut-être En effet, tu as plusieurs casquettes, journaliste, autrice, consultante, formatrice. Comment pouvons-nous te présenter aujourd'hui ? Comment tu te présentes toi-même ? Et encore, t'as pas tout dit. En fait, si je dis tout, je perds les gens. Mais en fait, une façon pour moi d'expliquer ce que je fais, c'est ma marque, mon site internet, c'est dire et écrire. Donc en fait, j'accompagne les gens, les organisations, les entreprises, les associations de la prise de parole à l'écrit sur différents besoins. Soit je les forme, soit je les coach, soit je fais à leur place. Par exemple, je peux à l'oral animer une table ronde ou à l'écrit écrire un livre pour des gens qui ont des choses à dire mais qui n'ont pas le temps, qui n'ont peut-être pas les compétences. Et donc voilà, j'interviens en fonction du besoin à plusieurs niveaux sur la prise de parole. Prise de parole, on peut dire à l'écrit aussi. C'est-à-dire quand on a des choses à dire, j'ai la chance de travailler aussi de personnes souvent très engagées à différents niveaux sur différentes causes, que ça soit la diversité, que ça soit... Là, je travaille sur un livre pour des gens qui sont engagés pour le ferroviaire sur leur territoire, pour que les trains s'arrêtent. Okay. Donc voilà, c'est des gens qui ont des choses à dire, mais voilà, écrire un livre, ça s'improvise pas. Et c'est un métier qu'on apprend, et depuis quelques dizaines d'années maintenant, je pratique la prise de parole et l'écriture. Mais comment t'es tombée dedans ? Alors au départ, je suis tombée surtout dans l'écrit. J'étais une petite fille très timide et réservée. Et j'ai beaucoup lu. C'était vraiment mon refuge enfant. Et donc dès 7-8 ans, quand j'ai commencé à lire des romans, je voulais être écrivaine. Donc ça, c'était déjà acté. C'était pas écrire l'histoire de ma famille quand je serai en retraite, c'est en faire mon métier. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une association de théâtre au collège. Et ma meilleure amie, c'était sa maman qui était prof d'histoire qui l'animait. Et moi, comme j'étais timide, je m'étais mise dans les décors et costumes. Comme ça, tu vois, tranquille, dans les coulisses. Et puis, j'allais à toutes les répés, parce que j'aimais bien les répétitions, l'ambiance était sympa. Et 2 semaines avant la représentation, c'était un Molière. Et la personne qui jouait l'oncle s'est désistée 2 semaines avant la représentation. Donc on m'a dit, bon, toi, t'es tout le temps là, tu connais le texte, tu veux pas prendre la relève. Et j'ai pris un tel plaisir sur scène, parce que quand on est timide, tu vois, j'en ai des frissons rien qu'à le dire, en fait, la scène, c'est toi, mais c'est pas toi. Donc en fait, tu peux oser plein de choses. Et le théâtre m'a un peu sorti de ma coquille. L'année d'après, on jouait des extraits, c'était quoi ? C'était Topaz, enfin bref, les gens ne me reconnaissaient pas. Ils ne m'avaient jamais entendu parler pratiquement, et là, tout d'un coup, voilà, c'est... Et du coup, j'ai fait du théâtre depuis mes 12 ans. Alors, j'ai fait des pauses, mais j'ai pris des cours du soir, et j'ai même monté une pièce en seule en scène en 2019, avec un vrai metteur en scène, et j'ai joué à Nantes. C'est hyper intéressant, ça. Déjà que c'est une passion honorable, je pense que ça ne m'aurait pas dérangé de faire du théâtre un peu aussi. Il est jamais trop tard. Ouais. Ben oui. Je me suis aussi déjà essayé l'année dernière avec l'association Entourage. Effectivement, je pense qu'il y a des points quand même en commun qu'on peut retrouver chez beaucoup de gens. Effectivement, est-ce que cette transition a été facile pour vous ? Parce que moi aussi, je me reconnais
tout petit peu dans votre histoire, effectivement, parce que à entendre certains conseils, des fois, il y a des gens qui nous disent, ouais, essayez le théâtre aussi, peut-être ça pourra vous apprendre à prendre la parole ou à sortir de votre coquille, comme vous l'avez dit. Est-ce que cette transition, effectivement, a été facile pour vous? Je ne l'ai pas fait dans un objectif de m'améliorer en prise de parole ou en confiance en soi. Je l'ai fait au départ pour rendre service et parce que j'y ai pris du plaisir, en fait. C'est vraiment le plaisir de la scène, d'aller chercher peut-être des espaces inexplorés en soi et d'oser faire des choses. Parce que, on appelle ça le 4e mur, le public. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas à proximité. Donc finalement, on n'est pas derrière un écran, mais on n'est pas en face à face avec quelqu'un qui nous juge, puisque en plus, c'est pas nous. Ouais. Donc on peut faire n'importe quoi. C'est vrai. Et on aimerait que tu nous parles surtout. Bah ouais, là c'est bizarre. Moi, je tutoie et toi tu fous. On peut se tutoyer. Ce sera plus ok, simple. c'est parti. Allons-y. Si on a en plus des choses en commun, allons-y. Hein. Tout à fait. J'aimerais que tu nous parles de ton enfance un peu. Comment a été ton enfance et dans quelles conditions tu as grandi? Alors, j'ai grandi dans une famille très sérieuse. J'étais une petite fille très studieuse, donc bonne élève, mais qui ne s'exprime pas assez à l'oral. Tu sais, sur les bulletins, tu as toujours bonne élève, mais devrait parler un peu plus. Dans une famille, on appelle ça des transfuges de classe, c'est-à-dire mes parents étaient issus de milieux modestes, mais ils étaient devenus médecins. Donc c'est vraiment l'époque des 30 Glorieuses en France qui a fait que les gens ont pu changer de classe sociale, pour autant en gardant leurs racines. Et donc peut-être c'est ça qui m'a orientée après vers la sociologie, pour comprendre comment on peut être dans une classe sociale mais pas tout à fait à l'aise et naviguer entre différents univers. Waouh. Voilà. Et dans quelle ville Alors, c'était pas du tout en Bretagne, c'était dans l'est de la France, Verdun, donc une ville qu'on connaît pour l'histoire. Voilà. D'accord. On a au moins entendu ce mot une fois dans les cours d'histoire. Ok. Donc une ville chargée d'histoire et mes parents étaient des gens qui aimaient bien au niveau de l'éducation. Enfin, je suis pas née dans cette ville, donc quand j'y suis arrivée vers 7-8 ans, chaque fois que la famille venait, on faisait les champs de bataille pour leur montrer les vestiges de la Première Guerre mondiale, le plus jamais ça, etc., etc. Incroyable. Mais penses-tu que toutes ces petites, en tout cas, cette localisation-là, le fait d'être là, à Verdun par exemple, a pu aussi influencer les autres passions, cette idée de vouloir raconter des histoires, d'écrire, d'en savoir un peu plus. Penses-tu que cette enfance-là a conditionné ta passion? Sans doute, on est tous un peu formés par notre histoire. Et puis, c'est vrai que je te racontais aussi, quand on préparait cet entretien, il y a aussi l'histoire de ma famille qui m'inspire, même si pour l'instant, j'ai pas écrit sur ses racines. Enfin, si, j'ai écrit, mais j'ai pas publié. J'ai écrit sur ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle était d'origine polonaise. Elle est née en France, mais ses deux parents étaient polonais. Okay. Et c'était vraiment une migration de la pauvreté. En 1917. Ils avaient déjà perdu un enfant en Pologne. Histoire vraiment tragique, comme on peut en entendre malheureusement aujourd'hui. Mon arrière-grand-père, donc polonais, était déjà venu en France et quand sa femme l'a rejoint, son jeune enfant était malade et il avait sans doute la fièvre typhoïde. Il lui a été retiré mourant. Elle ne l'a pas vu mourir, elle n'a pas récupéré le corps. Et ça, c'est des drames qui marquent une famille de génération en génération. Voilà. Et donc, je pense que les drames, ou les failles ou les blessures, c'est peut-être ça qui fait qu'on devient auteur, parce que ça nous permet peut-être pas de les soigner, mais on a tous des histoires, enfin on a tous dans nos familles des tragédies plus ou moins récentes. Et en fait, il y a un côté intime et universel à la fois. Donc c'est pas pour raconter sa vie, c'est pour parce qu'on a des mots qui nous ont peut-être pensé au sens soigné, et ben peut-être les offrir à ceux qui n'ont pas les mots. Voilà, il y a un côté partage vrai. En fait. C'est vrai. Qu'est-ce qui, selon toi, a façonné ton regard sur la communication et le lien humain? Peut-être la complexité, justement, dans une famille, de voir que les choses sont parfois complexes. Et on parlait de Verdun. Verdun, maintenant, c'est une capitale mondiale de la paix. Et alors, je fais partie, comme j'étais bonne élève, j'avais été réquisitionnée pour faire le discours en tant qu'enfant à 10 ou 11 ans pour le millénaire de la cathédrale et l'annonce qu'il allait y avoir un grand centre muséographique, Centre mondial de la paix, à la place de l'évêché à Verdun. Et pour moi, la communication, c'est relié.
C'est-à-dire que j'ai une pratique de la communication qui n'est pas communiquée pour impressionner, parce qu'il y a ce type de communication poudre aux yeux qui peut-être a sa nécessité, par exemple la publicité ou etc. C'est pas mon mode de compréhension. Pour moi, tout est communication. Voilà, si tu ne dis rien, mais tu communiques. Enfin, il n'y a pas que les mots. Il y a la posture, il y a le corps, il y a tout, et c'est vraiment créer du lien. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental chez moi, créer du lien et de l'harmonie, qui est ancré vraiment très profondément. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, parce qu'on est là, on est là pour parler de la vie associative aussi. Grâce à toi, on en saura un peu plus, parce que nous aussi, nous venons de lancer notre association qui s'appelle Odari. Merci beaucoup. Donc on vient de lancer notre asso. J'aimerais qu'on parle de l'engagement. Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi? Alors, je vois que tu as reçu ma newsletter qui parle de l'engagement. En fait, j'ai lancé, tous les 15 du mois, je vais lancer une newsletter sur l'engagement, mais ce que j'appelle la dynamique de l'engagement, qui s'appelle l'Arc et le Hamac sur Kessel, qui est une plateforme de newsletter. L'engagement, c'est vouloir avancer, d'où la figure de l'arc, faire avancer les choses. Donc, il faut avoir une cible, il faut avoir un objectif, mais il ne faut pas s'épuiser dans l'engagement. En fait, dans le monde associatif, il y a beaucoup de gens qui se surinvestissent pour une cause, les bénévoles et les salariés. C'est encore une autre question, les salariés dans les associations. Parce que souvent, les responsables d'associations ne sont pas des managers, ils ne sont pas formés au management. Donc, il y a beaucoup de souffrance dans les associations, malheureusement. Le hamac, tu vois, l'arc et le hamac. Il faut arriver à se ressourcer pour pouvoir être plus efficace aussi. Donc, l'engagement, c'est, comme je disais, dans le monde dans lequel on vit, une chose nécessaire, mais il faut penser à soi aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que dans l'engagement pour les autres. Et voilà, en fait, il y a des cycles. Des cycles où on se recentre un petit peu, et puis des cycles où on va vers les autres, vers des engagements, Et puis des engagements, c'est pas forcément pour des grandes causes. Quand j'ai été en Allemagne, j'ai vécu 2 ans à Stuttgart. Et devine dans quel type d'asso je me suis engagée. Une asso de théâtre, du coup. Ok. Voilà. Donc c'est aussi trouver parmi ces centres d'intérêt quelque chose qu'on pourrait partager avec d'autres, et puis le lien se fait plus naturellement, même quand il y a la barrière de la langue. Parce qu'on est sur des passions communes, en fait. Ouais. Tu fais partie de la Guilde des Plumes, une asso de professionnels de la rédaction. Déjà, ça m'intrigue. J'aimerais que tu me dises ce que c'est. Oui, alors, je fais partie de plusieurs associations, dont celle-ci qui ont parlé de mon métier, donc du coup, de mes métiers. Ouais. Là, c'est une association professionnelle. C'est vraiment, j'ai trouvé ma famille professionnelle. J'y suis depuis le début de cette asso, je crois que c'était en 2019. Et au départ, c'était surtout des gens qui écrivaient des discours, donc que ce soit pour des institutionnels, des politiques ou des dirigeants d'entreprise. Mais en fait, c'est beaucoup plus diversifié que ça. C'est en gros, cette association regroupe des professionnels de l'écriture avec et pour les autres. Donc ça va du discours à l'édito, à le ghostwriting sur LinkedIn, des plumes biographes aussi. Et puis moi, dans mon métier, où je suis plus coach, voilà, j'ai une cliente que j'accompagne depuis 5 ans à structurer des cours dans une grande institution. Parce que c'est des choses où elle a beaucoup d'idées et on structure ensemble. Je ne fais pas à sa place, c'est une scientifique, j'écris pas à sa place. Mais donc voilà, il y a plein de façons d'intervenir. Et la Guilde des Plumes, effectivement, c'est l'écriture. Et c'est une association qui organise des échanges. Des visios, parce qu'on est répartis. Alors, il y a un gros groupe parisien, parce que les centres de décision restent à Paris, mais on a un beau pôle sur l'Ouest, un pôle à Lyon aussi, où il y a plusieurs plumes. Et donc, en visio, 1 fois par mois, il y a des échanges de pratiques, des ateliers pour monter en compétences, par exemple le ghostwriting sur LinkedIn, les ateliers d'écriture, des choses comme ça. Et puis, sur LinkedIn, ouvert à tous, et pas seulement aux membres, 1 fois par mois, il y a un grand angle avec une personnalité qui écrit, souvent qui publie aussi. Et puis là, on a une conférence d'automne le 5 décembre à Paris, à la Maison de la Conversation, qui est ouverte à tous, et on est en train de faire la programmation. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus parce que c'est... Okay. Mais par contre, le fil rouge, et ça rejoint un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est sortir de sa bulle. Parce que sortir de sa bulle algorithmique, bulle de filtre, les gens qu'on fréquente, c'est tous les mêmes, ils pensent tous comme nous. Et puis, cette fameuse culture du clash qui fait qu'on est dans des silos de pensée au lieu de débattre. Ça me permet d'évoquer un sujet... important, tu me diras ce que tu en penses, mais aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un peu menacé comme le boulot, il est pas un peu sous menace, là? Alors, c'est des réflexions qu'on a. Tu vois, cet été, on a fait un séminaire du conseil d'administration, dont je fais partie, du coup, pour réfléchir aussi à ces questions-là. On pense qu'il y aura effectivement moins de demandes,
Mais en fait, ChatGPT et compagnie, ils font des discours très lisses, très convenus. Et en fait, quand tu veux vraiment du grain, de l'aspérité, de l'originalité, il faut faire appel à des humains. Et donc voilà, il y a des gens qui effectivement écrivent par exemple, un élu qui écrit son discours avec l'intelligence artificielle. Ok, il fait un prompt, ça fait quelque chose. Moi, j'ai testé, ça fait des discours très convenus. Mais quel message ça envoie alors qu'on est en crise de la confiance? Ça veut dire, je vous considère pas assez pour élaborer moi-même ma pensée et vous parler les yeux dans les yeux, quoi. Donc, il y a toute une démarche derrière qui est pas anodine, parce que écrire, c'est quand même élaborer sa pensée. Et quand on écrit pour quelqu'un, il y a deux sensibilités qui se rencontrent. Ce que je sache, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas sensible. Donc, en fait, il se passe quelque chose dans le feeling que même si certains utilisent l'intelligence artificielle comme thérapeute, il manque la vibration de l'humain, quoi. Cet aspect, effectivement, c'est ce que j'allais dire, cet aspect humain. Mais comme vous le dites aussi, je pense effectivement, le contact aussi, il faut que la personne effectivement qui va faire le discours le vive et capte peut-être ses auditeurs, je vais dire. Donc, je pense qu'il va manquer aussi cet aspect humain, je me dis aussi. Après, si je peux donner mon avis à ce sujet, je pense que tout à l'heure, voilà, les gens vont écouter le podcast, alors je vous le dis, donc tout à l'heure, je viens d'apprendre l'existence d'une nouvelle intelligence artificielle, ce qui s'appelle Suno. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que je parlais à un ami à moi qui est artiste, où je lui dis, écoute, là on vient de lancer l'assaut, j'aimerais... parce qu'il bosse avec des artistes, René. Je dis, mais j'aimerais que tu me trouves une artiste ou un artiste qui va faire un petit jingle, qui va chanter pour l'assaut. Il me dit, mais non, t'inquiète, te casse pas la tête. Si, je fais. Après, je te le fais. Je rigole pour la suite. Oui. Il me dit, ça s'appelle Suno et tout, tu écris le mood, les instruments que tu veux, les paroles et tout. Je crois que je n'ai pas entendu des belles chansons. C'est magnifique. Je suis choqué. Là, je l'ai fait il y a quelques heures. Je suis choqué. Déjà, quand il me disait que non, j'ai vu que t'inquiète, tu mets ça, nana. Parce que moi, dans ma tête, l'intelligence artificielle, c'est générer des images, des textes. Là, on est sur un autre niveau. Franchement, cher auditeur, vous écouterez la chanson très bientôt. Ça m'a dépassé. Et je faisais ça. J'étais stupéfait. J'étais là, je me dis, mais wow. Mais tu as raison, sans doute que pour les jingles, les gens vont peut-être passer par l'intelligence artificielle, mais quelqu'un me disait, parce que j'ai fait plusieurs tables rondes ces derniers temps sur ce sujet-là, quelqu'un disait sur Spotify, je crois qu'il y a plus d'un tiers des nouvelles chansons qui sont faites par l'IA. Yeah. Oui, mais moi j'ai une gamine qui est ado, ce qui l'intéresse, c'est pas la mélodie, c'est la personnalité du chanteur ou du groupe, en fait. Donc on cherche encore l'humain. Ouais. Donc peut-être pour les jingles, il n'y a pas besoin de savoir quel humain il y a derrière, et peut-être que l'IA va remplacer des métiers, malheureusement. En tout cas, c'est peut-être une évolution. Mais je crois encore à l'humain. Et voilà, il y aura moins de demandes, parce que les choses qu'on faisait automatiquement, facilement, si c'est facile, l'IA peut le faire. Ouais. Mais... Et comment ça se passe pour écrire à la place de quelqu'un? C'est quoi le procédé? Alors, par exemple, un livre, j'ai travaillé avec Adrien et Fabien Figula-Leuteur sur la diversité et l'inclusion en entreprise. Eux, ils avaient vraiment clairement pas le temps. Ils avaient plein de conférences sur YouTube, etc. J'ai eu des entretiens avec eux. On a fait le chapitrage ensemble pour avoir l'architecture. Après, j'ai été donc me documenter aussi les livres qu'ils m'ont recommandés. J'ai fait une première version et après on a travaillé ensemble en fait. C'est-à-dire ils ont réécrit certaines parties. Des fois ils ont... Ça c'est un tic de langage qu'on a grâce à l'IA, c'est de mettre crucial partout. Ce sujet est crucial. Donc quand ils ont corrigé, j'ai recorrigé derrière. Et en fait on a travaillé ensemble sur un texte, mais c'est moi qui ai fait la première version, mais à partir de leur matière première. Donc c'est très imbriqué. Ah, c'est ce que vous avez dit aussi au début, que vous faites avec et pour les gens. Oui, c'est ça. On ne peut pas écrire complètement à la place de quelqu'un, sinon... si, ça existe. Hein. Il y a des gens qui font écrire leurs livres, mais en tout cas, souvent, les gens avec qui je travaille, c'est un travail ensemble, quoi. Dans ton parcours multiple, effectivement, quelle est la rencontre associative qui t'a le plus marqué? Alors, ce qui m'a plus marqué, parce que ça me marque encore au quotidien, même si je me suis un petit peu désinvestie, je vis dans un village, donc village, c'est moins de 2000 habitants, où il y a une vie associative très très forte. Et je crois, alors j'ai pas vérifié, mais on m'a dit qu'on est le village par nombre d'habitants qui a le plus d'associations. C'est-à-dire qu'on a, pour moins de 2000 habitants, on a 80 associations quand même.
Ok. Et je suis arrivée dans une association qui était en cours de montage en 2016 pour faire un espace de travail partagé. Donc on peut appeler ça maintenant, c'est du coworking, mais il y a des bureaux, c'est pas juste un open space, c'est vraiment avec des bureaux. C'était des gens plutôt du monde du spectacle qui, mine de rien, quand tu fais du spectacle, t'as pas que ça, t'as aussi de l'administratif, de la prospection, donc ils avaient besoin d'un bureau, ils voulaient séparer la sphère privée de la sphère professionnelle. Et donc j'ai rejoint cet asso quand ils étaient en train de faire les statuts. Donc vraiment, ça faisait 1 an qu'ils réfléchissaient quand même, mais je suis arrivée quand même au début. Et on a fait une première version au-dessus du bar du village qui était dans la place de l'église. Mmh. Et au moment du Covid, il s'est trouvé une opportunité d'avoir un local plus grand, hôtel-restaurant. Et donc là, on a monté quelque chose de plus grand avec du coup une autre asso pour pas mélanger les objets. Tu vois, il y avait toujours le coworking qui occupe l'hôtel. Et en bas, donc c'est un tiers-lieu où on a même eu pendant 1 an un restaurant. Le modèle économique n'a pas tenu, mais au moins on a essayé. Et puis des activités associatives, l'accueil d'activités locales, ça va du qigong au pilates, en passant par la couture, le tricot, etc. La danse. Et une programmation culturelle, avec des moments, notamment l'été, avec des spectacles. Et comme il y a une cuisine, comme c'était un restaurant, moyen de faire la cuisine pour que les gens qui aillent au spectacle puissent manger sur place. Et ça a été un très très gros chantier parce que comme c'était la période Covid et que la plupart de mes collègues étaient dans le monde du spectacle, donc il ne se passait plus rien, ils auraient pu déprimer. Et là, en fait, je pense que ça a donné un élan collectif parce qu'il a fallu tout refaire. C'était un hôtel qui était dans son jus depuis les années 70-80, donc retirer la moquette murale, repeindre à la chaux. Enfin, ça a été un grand chantier qui, au lieu que tout s'arrête, il y avait quelque chose qui prenait, qui se montait. Et voilà, et c'est vrai que de cet asso, moi les vendredis, je vais chercher mon panier paysan. Maintenant qu'il n'y a plus le resto, du coup, le bar associatif est ouvert que le vendredi et quand il y a des événements. Et c'est génial, en fait. Et c'est nous qui l'avons fait. Enfin, c'est cette fierté d'avoir créé un lieu de vie dans un village. Sinon, cet hôtel-restaurant qui aurait besoin de rénovation, enfin, personne ne l'utiliserait. Ouais. Un commerçant, enfin quelqu'un qui voudrait reprendre l'hôtel-restaurant, il faudrait qu'il soit plus, qu'il fasse des travaux d'isolation. Nous, c'est associatif, donc on se contente finalement d'un truc qui n'est pas parfait. Mais voilà, une entreprise ne créerait pas un lieu de coworking dans cet espace-là. Une association a décidé de donner son énergie collective, même s'il n'y aura pas forcément la rentabilité, on est à l'équilibre, mais voilà, c'est comme une asso, quoi. Ouais. Et c'est donc association à but non lucratif. L'idée, c'est de rendre service aux gens et de créer un collectif qui peut d'ailleurs déboucher sur des opportunités professionnelles, parce que voilà, un voisin de bureau qui est paysagiste en bureau d'études, il entend parler d'un appel d'offres pour un beau livre sur les paysages de Lorient Agglomération, et pof, on monte une équipe, et voilà quoi. On va parler un peu d'argent. Est-ce que tous ces métiers, ça paye quand même? Ça paye bien? Tu parles de mes métiers ou des assos? Les tiens. C'est un peu les montagnes russes. Ok. Moi, je suis à mon compte depuis 2012. Après, je suis retournée, j'étais en start-up pendant 1 an pour me rouvrir des droits au chômage à un moment donné, parce que c'était mon client principal et que voilà, soit il me recrutait, soit il recrutait quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, je vais de projet en projet. Après, tu vois, depuis le 2012, j'arrive à en vivre, donc je crois en ma bonne étoile et peut-être en mes compétences. 2012, waouh. Donc du coup, les gens avec qui je travaille sont contents. Le problème, c'est que quand tu écris un livre, les gens ne vont pas te commander un livre tout de suite après. Ouais. Donc il faut recommencer et trouver d'autres personnes derrière. C'est vrai. Donc écoute, j'y arrive. Quelle est l'œuvre, en tout cas le livre qui t'a marqué de toi, que tu as accompagné, que tu as produit et tout, vraiment un truc qui t'a marqué, tu dis ah ouais, j'ai bossé avec cette dame ou ce monsieur, je l'ai aidé à écrire ce livre et c'est vraiment l'une de mes plus belles réalisations. Alors, j'ai pas écrit énormément de livres pour les autres. Pour l'instant, je travaille sur des formats plus courts. Ouais. Tu vois, tous les ans, j'interviens sur un festival de musique classique à Redon. Ouais. Donc, je fais le programme du festival. Donc, c'est un livret de 70 pages, des choses comme ça. Tu vois, mon travail de rédactrice, c'est pas forcément que écrire des livres. Oui. Okay. Mais par contre, quelque chose vraiment qui m'a rendue heureuse de travailler, c'est ça. Peut-être la personne que j'accompagne là sur ces cours scientifiques, parce que j'apprends des choses. Okay. J'apprends des choses à chaque fois et c'est passionnant. C'est ton domaine, la prise de parole et tout.
as quand même des moments de doute, t'as des trucs que tu n'arrives pas à faire, des trucs sur lesquels tu travailles encore. Ce serait quoi, par exemple? En fait, moi, comme je disais, je viens d'une petite fille très très timide et il me reste un fond anxieux qui fait que, tu vois, je vais avoir 50 ans, toute ma vie, je crois, a été en recherche d'outils pour gérer cette anxiété. Et donc, d'avoir accumulé des outils, ça me met en mesure d'accompagner les gens, et notamment dans les prises de parole. Mais quand j'anime une table ronde, je me souviens la première que j'ai animée, parce que j'en avais organisé beaucoup quand j'étais à la région Pays de la Loire, j'avais fait la préparation, puisque j'écrivais les discours du président de la région, à l'époque de M. Oxiette. Donc, je savais comment ça se passait, mais c'est pas moi qui animais. Et à Redon, on m'a demandé d'animer une table ronde, et je te dis... Première 10 secondes, j'avais ma main qui faisait ça. Après, suffisamment de bouteilles et d'outils pour dire, pas se focaliser, respirer. Et puis après, quand j'étais dans le sujet, ça s'est passé très très bien, parce que j'avais bien préparé, tout le monde était très content. Mais donc, je travaille encore à la gestion de l'anxiété. Et la gestion du stress, du coup, c'est un vrai sujet et qui concerne beaucoup beaucoup de monde. Donc moi, je continue de chercher, je continue de... Voilà, il y a plein de types de méditation, de respiration, j'explore un petit peu ça en ce moment pour déjà moi mieux vivre les choses et puis après le partager à ceux qui en ont besoin, quoi. Oui, je vais poursuivre effectivement ce que tu dis. Est-ce que le trac est normal? Ouais. En fait, moi j'aime bien citer. Alors, il y a plein de gens qui connaissent cette citation, mais franchement, elle est chouette. C'est Sarah Bernhardt, qui était une grande actrice, fin 19e, début 20e, mais c'était une des grandes divas du théâtre. Et un jour, une jeune comédienne vient la voir, toute fringante, en disant « Vous savez, madame, moi, j'ai jamais le trac. » Et elle lui répond « Ça viendra, ma chère, avec le talent. » Voilà. Je m'attendais pas. Oh là là. C'est bien dit. Oh, j'adore. Voilà. Donc, ça aurait été une super Instagrammeuse. Sarah Bernhardt. Certains disent que c'était la première. Elle utilisait son image de manière très très, très, très professionnelle. Ouais, mais j'adore. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Non mais c'est... Ouais, je veux le sentir. C'est une très bonne réponse, je trouve. Mais oui, parce que quand tu es conscient qu'il y a un enjeu, c'est normal d'avoir... C'est un signe de conscience professionnelle d'une certaine façon. Et du coup, c'est vrai que je me souviens d'une autre table ronde que j'animais, où la personne avant... qui présentait la soirée était un peu speed, un peu en stress. Donc il faisait une présentation juste avant et il avait trop de choses à dire dans trop peu de temps, donc ça allait hyper vite. Et moi, du coup, par éponge, je sentais le stress monter. Et là, je disais, bon, l'enjeu, c'est quoi? Moi, non. C'est l'enjeu pour les gens que je vais mettre en valeur. Et pouf, il y a un truc qui s'est calmé, de me rendre compte que moi, j'avais zéro enjeu. Pas vraiment, mais comme j'avais bien préparé, j'avais pas de risque en fait. Le risque, c'était plus les personnes que je devais mettre à l'aise. Et du coup, on est monté sur scène, j'ai fait une petite blague, il faisait très chaud, je distribuais les verres d'eau, et puis ça s'est très bien passé. Et là, j'ai pas eu le trac. Parce que justement, j'ai replacé l'enjeu au bon endroit. Et le côté, tu vois, prendre soin, créer de l'harmonie, c'était quoi mon but? C'était de faire que tout se passe bien pour tout le monde, quoi. Ouais. Ces petits détails, c'est ça le plus difficile, j'imagine bien. Qu'à un certain moment, tu te dis en tête, je peux passer à autre chose, effectivement, pour oublier normalement ce qui m'angoisse. Enfin, moi, je me dis que c'est un peu... Et puis la pratique, en fait. Plus tu fais une chose, évidemment, la première fois que tu le fais, c'est normal aussi. Quand je faisais des formations, les premières formations que j'ai faites, j'étais stressée. Maintenant, je fais des formations prise de parole avec des élus locaux. Je maîtrise le sujet. Je vois à peu près les dynamiques de groupe qui se créent à chaque fois. C'est jamais exactement les mêmes, mais voilà, on voit bien sur le sujet. Bon, je suis plus stressée par le trajet et d'arriver à l'heure que par la formation, quoi. C'est vrai. Et toi, Aristide, il t'arrive de stresser ou pas? Le trac. C'est pour cette raison que j'ai posé la question. En fait, il y a des fois où ça marche bien. Il y a d'autres fois où ça ne marche pas, effectivement. Et des fois, je me dis, ça s'ouvre sur... Mais dans quelles circonstances tu dois prendre la parole, je sais pas, à la fac, au boulot, je sais pas, dans quelles circonstances
Ou même des souvenirs, hein. Peut-être que quand tu étais ado, t'as pas pu parler, tu t'es évanoui, je sais pas. Je pense que quand j'ai dit que je m'identifie en paix dans ton histoire, c'était ça. Quand j'ai commencé le lycée, j'ai été délégué de classe. Ah ouais. Donc du coup, je devais parler. Et c'était un défi que je m'étais lancé. Je me dis, écoute, si je vais rester dans la foule, donc je ne vais pas évoluer. Donc je voulais cette fois-ci affronter mes peurs, mes doutes. Donc du coup, je me suis fait représenter. Et donc du coup, j'ai été élu. Et là, donc, j'étais obligé. Je devais parler à mes camarades de classe, je devais parler aux enseignants. Et à la fin de l'année, des fois, on était amené aussi à prendre la parole. Et à l'université aussi, pareil. J'ai été aussi délégué de classe, donc du coup... mais je me dis... Maintenant, je ne sais pas vraiment si j'ai évolué. Des fois, il y a des situations où, effectivement, il y a, le trac est quasiment là. Et puis, donc, des fois, je m'en sors. D'autres fois, je ne m'en sors pas. Je pense que quand même, j'essaie quand même pas mal de choses. La lecture. Franchement, c'est bon signe. Ça prouve que tu as du talent. Alors... Je fais la ref avec la punchline. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce que je ressens dans mon fort intérêt, c'est que j'aimerais encore m'améliorer encore plus. Alors, mais justement, parce qu'on parlait de l'engagement, tu vois, prendre la parole, c'est un engagement. Et justement, dans les associations, c'est pas toujours confortable, mais on le fait parce qu'on y croit. Et comme tu dis, à l'université, je sais pas si c'était à Rennes aussi que tu as fait ça, mais dans les études, prendre une place, c'est aussi sortir de sa zone de confort, mais c'est comme tu dis, tu as dit sortir de la foule, exister, enfin je sais pas les mots qu'on pourrait dire, et puis c'était au service du collectif aussi, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé à monter sur scène quand même tôt, parce qu'à la maternelle je faisais du théâtre, des scénettes, on appelait ça comme ça. Il y a longtemps, il y a 27 ans, il y a longtemps, donc on faisait du théâtre, je m'en souviens vraiment, hein. Et j'étais tout petit comme ça, je montais sur scène, et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui ont... Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours... ça reste le trac, mais vraiment, dès mon enfance... j'ai toujours été sur scène à l'école pour faire des théâtres, surtout beaucoup de théâtre. Et après, la musique est arrivée. Donc, ma première scène, c'est 2006 quand même. Ça fait longtemps. Monter sur scène. Hein. Et ça s'est bien passé? Tu avais le trac ou pas? Non, en vrai, ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus le trac maintenant en grandissant. Mais avant, je sais pas, il y avait mes amis, je sais pas. Ouais, mais en fait, le plaisir l'emporte sur la peur, en fait. Il y a aussi ça, en fait. C'est à un moment donné, comment tu équilibres une émotion négative en mettant une émotion positive en face. Si tu dis, je suis heureux d'être là, tu vas moins ressentir le stress avant, quoi. C'est exactement ça. Mais ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et aussi, alors, c'est absolument pas pour faire de la victimisation, mais le truc, c'est que quand je suis arrivé, par exemple, en France, peut-être que tu as vécu le même truc. En 2017, j'avais peur de dire un mot, par exemple, parce que j'ai l'impression que mon français, il est pas trop... En fait, je parle français depuis, mais... C'était un autre niveau. J'arrive à Rennes 2, j'ai du mal à donner mon avis. Je me dis, est-ce que j'avais le trac à chaque fois que je dois parler, à chaque fois que je dois donner mon avis. Quand le professeur me pointe, Monsieur Maïndouf, j'étais déboussé. Je dis, qu'est-ce que je vais dire? Parce que je sais ce que je veux dire, mais est-ce que les autres et tout? Donc, et ça, j'ai pris en confiance année après année. Aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise avec ça. Hein. Il y a encore quelques années... non seulement la parole, mais même faire un post sur LinkedIn, c'était impossible. Aujourd'hui, je fais des posts comme ça me chante, mais il y a quelques années, mais c'est impossible de faire des posts parce que je me dis, je suis pas légitime, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Donc, avec le temps, c'est vrai que le trac, il existe encore, mais voilà, j'ai beaucoup plus pris confiance en moi et je me sens plutôt à l'aise, quoi. Aujourd'hui, imaginons que tu devais créer une asso, tu devais réinventer une asso. Quelle cause défendrait-elle?
Alors, il y en a tellement des causes à défendre, et puis des causes perdues aussi. Ouais. Mais ouais, c'est pas évident à répondre à ça parce que pour moi, franchement, l'asso où vraiment je trouve qu'elle a une grande utilité, c'est l'asso dont j'ai parlé, donc qui s'appelle le tiers-lieu chez Angèle, et puis l'espace de travail partagé qui s'appelle le fauteuil à ressort. Franchement, en local, je vois pas comment je ferais mieux. Mais quel asso je pourrais créer? En fait, le problème, tu as bien compris, c'est qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. C'est vrai. Voilà, donc tu vois, quand j'ai nommé ma newsletter l'arc et le hamac, je me suis mis dans une asso de tir à l'arc aussi, quand même. Tu vois. Bon. Peut-être une asso de hamac, je sais pas. Créer une asso pour apprendre à se reposer dans une société qui ne nous permet pas toujours. Non, je sais pas, là c'est un peu une blague, mais après, si, défense des animaux, mais sous quel angle, je sais pas, parce qu'il y a l'angle de la biodiversité, il y a l'angle de la maltraitance animale. Après, il y a souvent des assos aussi qui sont des associations pour monter une structure qui évite de passer par l'entreprise. Donc c'est aussi une façon de créer une activité. Donc c'est une autre forme d'association. Après, ça dépend des âges de la vie. Par exemple, donc, Paillac, c'est à côté de la ville de Redon, où il y a de l'enseignement supérieur au niveau logistique, électronique, même, je crois, un peu cybersécurité. Il n'y avait pas de lieu pour les jeunes. Et donc, c'est des jeunes qui ont créé, et voilà, j'aurais eu leur âge à ce moment-là, je me serais mis dans cet asso-là. Ils ont créé le Parallèle, qui est un tiers-lieu fait pour les jeunes, par les jeunes, parce que ce lieu n'existait pas. Et donc, je pense que la meilleure asso, c'est quand on trouve qu'il y a un besoin. Au lieu de se plaindre dans son coin, ça n'existe pas, de se dire, bon, je me retrousse les manches, je trouve des gens qui, comme moi, parce qu'il ne faut pas monter une asso tout seul, même s'il ne faut que 3 personnes pour faire un bureau d'asso, il faut quand même plus de monde pour faire vivre l'asso. Et donc, communiquer autour de soi sur, moi j'ai identifié ce besoin, est-ce que vous aussi Et à partir de ça, comme je le disais pour le fauteuil à ressort, l'asso de coworking, ils ont mis 1 an à se mettre d'accord sur exactement ce qu'ils voulaient faire. Mais ça tient depuis 2016. Donc, il faut prendre le temps de rencontrer les gens qui ont les mêmes... Parce que tu vois, tu me demandes à moi quel asso. En fait, moi, je ne monterais pas toute seule une asso. Ce serait dans la rencontre avec des gens. Tu vois, on est toujours sur la thématique de la rencontre. Si je rencontre des gens et qu'en parlant, on se rend compte que mais c'est vrai, ça n'existe pas, ça devrait exister, allons-y. En fait, c'est vraiment aller vers l'action, quoi. Parce qu'on se plaint beaucoup des dirigeants, machin, la France va mal, tout ça. Mais je crois beaucoup à la force du local. Alors, faut pas que le local fasse tout non plus, parce que c'est un peu trop facile de se reposer sur les assos. Je sais pas si vous avez vu l'actualité, les associations de solidarité qui ne touchent moins d'argent public. Il y en a un tiers qui est menacé dans son existence, alors qu'ils font une mission de service public. Donc le problème, c'est quand on délègue trop aux assos derrière, c'est fragile. Et en même temps, ces assos, elles ont le mérite d'exister, et je pense que les gens à l'intérieur, ils ont l'impression d'agir et au lieu de se résigner, quoi. L'idée, c'est de ne pas se résigner et de trouver pourquoi notre cœur est bas, quoi. Écoute, beaucoup d'étudiants étrangers se sentent isolés, parfois en retrait. En quoi s'engager dans une asso peut-il aider à mieux s'intégrer? Alors, moi, j'ai pas vécu cette expérience parce que quand j'ai été en Allemagne, j'étais pas vraiment. J'ai fait de l'intérim, donc j'étais pas hyper intégrée dans la vie active, mais j'avais fini mes études. Mais quand même, quand on arrive quelque part et qu'on connaît pas des gens, l'association nous fait rencontrer déjà des nouvelles personnes et, comme je disais, sur des centres d'intérêt communs. Peut-être que dans une asso, tu vois quelqu'un qui a du mal à prendre la parole parce que il se sent pas à l'aise. Sur une passion, tu passes au-dessus de ce blocage-là. Parce que tu sais que tu es avec des gens qui, même si tu parles pas un super français, ils s'en foutent. Je sais pas, si c'est une asso de surf et vous allez surfer ensemble, et c'est pas forcément s'engager, je parlais de la biodiversité, c'est important, mais on n'est pas obligé de s'engager que pour des grandes causes lourdes. On peut aussi s'engager dans des assos de loisirs. Et parce qu'il y a besoin de ces assos aussi. Parce que le loisir, comme je disais, c'est le côté hamac de l'arc et le hamac. Il faut aussi se ressourcer. Donc c'est aussi très important. Et donc, moi, je crois beaucoup à la force du collectif. Parce que tout seul, on tourne en rond. Et puis, dans une asso, tu vas pas juste
sur l'objet de l'asso, tu vas aussi parler de ta vie, parce que Ouais. dans une asso, on se fait vite des potes. Tu vas parler de ta vie, peut-être de tes problèmes, peut-être qu'en parlant, tu te rends compte qu'il y a un truc sur lequel tu n'avançais pas, la personne va te dire quelque chose, ça va te faire avancer. Et c'est vraiment pour pas être seul, en fait. Justement, comme tu dis, sortir de l'isolement. Ouais, c'est vrai. Et je pense effectivement, c'est ce que j'allais demander, mais je pense que tu as lu dans mes pensées. Il y a une chose aussi que tu as bien souligné, donc que prendre la parole, c'est s'engager aussi. Et donc, effectivement, et ce que aussi tu as dit, je vais rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, effectivement, qu'en arrivant, c'est la même chose aussi que j'ai vécu, en fait, quand je suis arrivé. Donc, tu as l'impression, effectivement, que le français que tu parles, malgré que tu as appris, en fait, depuis la maternelle en français, et tu arrives ici, peut-être le rythme auquel les autres parlent, oui, ça tu dis, est-ce que je vais capter quelque chose? Et en plus, moi, personnellement, je suis arrivé en licence 3, il y avait beaucoup de monde. Donc, du coup, oser poser une question, c'était même difficile. Moi, là, pour mon cas, je sais très bien que c'était vraiment très, très difficile. Et des fois, un professeur pouvait poser une question et je me dis, c'est peut-être ça la réponse. Mais je me dis, non, je vais pas lever le doigt. Et quand quelqu'un donne la réponse, c'était la même chose que ce que j'allais dire. Ouais. Et donc, du coup, ça, je me dis, pourquoi je n'ose pas, en fait? Ouais, j'ai vécu ça. Pourquoi je ne le dis pas? Ce qui est marrant, c'est que quand je vous entends, c'est une problématique que je rencontre beaucoup aussi chez les femmes dans des assemblées mixtes, où elles vont dire un truc mais à voix faible, et puis un homme va dire la même chose, et tout le monde va reprendre. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Et c'est un rapport un peu de domination qu'on vit à ces moments-là. Mais pour revenir sur pourquoi une association nous intègre, c'est aussi parce qu'on prend part à la vie locale. Par exemple, pour reprendre l'histoire de chez Angèle, donc ce tiers-lieu dans mon village, alors c'est pas des gens qui viennent d'un autre pays, mais des gens qui viennent d'un autre territoire, qui connaissent personne. Bon, là, il n'y a pas la barrière de la langue, mais tu connais personne, tu connais pas aussi comment fonctionne le village, parce que voilà, il y a des habitudes, il y a des choses, des non-dits partout, etc. Et voilà, je connais plusieurs personnes. Leur premier réflexe, c'était de venir, de s'impliquer dans l'asso, et du coup, de vivre dans la commune et de prendre leur place. Ouais. Et j'aimerais rajouter un truc. J'en ai parlé il y a quelques mois. La méthode Blablacar. Voilà, la méthode Blablacar, j'en profite. C'est-à-dire que... J'espère bien que tu fais pas de la pub. Hein. Non, mais tu sais... Je rigole. Non, mais ne rigole pas. Blablacar, si vous écoutez... Si vous écoutez, on vient de lancer notre asso. Franchement, il n'y a pas d'aide publique, donc si vous pouvez donner un peu. Non, mais parce que la vérité, c'est que Blablacar, moi, deux fois, je vois les pubs de Blablacar, leurs trucs, je me dis, mais eux, j'aimerais bien qu'ils viennent nous rencontrer pour leur faire comprendre que non, en fait, ce que vous faites, ce n'est pas que pour l'écologie, mais c'est aussi pour l'intégration. Parce que moi, je me suis plus intégré en France grâce à Blablacar. J'aimerais dire le covoiturage, mais ça a toujours été Blablacar que je prenais. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé et qu'on m'a fait comprendre que, tiens, j'ai vu que tu veux aller à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, le train, c'est chiant, tu t'es seul, tu parles à personne et tout. Prends, il y a un truc, ça s'appelle le Blablacar, tu montes, tu vas croiser du monde. Pendant 2 ans, je n'ai fait que ça. Pendant 2 ans. Mais moi, je te dis, je connais déjà, au-delà de connaître... Je connais tout le monde. J'étais à 2 doigts de dire ça, mais au-delà de connaître beaucoup de monde partout en France, mais je connais plein de régions, parce qu'en fait, et j'ai adoré ça pendant 2 ans. Et je dis souvent aux gens, les gars, testez l'asso, ainsi que la méthode de covoiturage, on va dire. Donc, prenez du covoiturage, vous allez rencontrer du monde et ça va être rapide, quoi. Il y a des assos de covoiturage. Oh, je savais pas ça. Non, mais pas forcément. Mais nous, par exemple, on a un groupe WhatsApp de covoiturage. C'est-à-dire que... Intéressant. Pour dire, voilà, je vais à tel endroit. Donc, c'est pas une vraie asso, mais c'est quand même un collectif, un groupe WhatsApp. Alors peut-être intégrer un groupe WhatsApp, c'est un peu comme intégrer une asso. Ouais. En tout cas, il y a de l'échange, tu vois. Vrai. Et il y a, plutôt que de prendre sa voiture, on est sur une région où parfois on peut faire du stop, c'est encore assez sécurisé. Voilà. Mais ces échanges de covoit, voilà, j'ai besoin d'aller à la gare ou je vais à Redon, c'est à 1/4 d'heure en voiture. Ouais. Donc c'est vrai que tu vas pas à pied, quoi. Donc bon. Non, je ne sais pas si au début, effectivement, ce qui ont créé Blablacar, ils avaient ce côté-là, ou c'était peut-être le côté financier qui
qui primait sur les autres aspects, mais... Le côté intégration... le lien social. Le lien social, ouais. C'est ça, ouais. Le lien social. Bon, du coup, je ne sais pas si c'était ça, mais... Non, je pense que dans leur imagination, je pense qu'il y en avait parce que blabla, car blabla, c'est parler. Ouais. Donc, du moment où blabla, c'est de blablater, de parler, je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais... dès que tu as pris un autostoppeur, tu sais que tu vas parler. Enfin, je pense que avant Blablacar, il y avait l'autostop. C'est vrai que c'est moins sécure maintenant. Je savais pas. C'est moins sécure, mais voilà, dans les... Moi, je sais pas, j'ai pas forcément connu cette époque, mais voilà, les autostops. Enfin, moi, j'en croise des fois qui font de l'autostop. Forcément, tu discutes. Ouais. Après, malheureusement, enfin, on est dans une société où on a moins confiance. Donc, c'est vrai. C'est plus compliqué. Là, c'est fini. Là, il y a plus trop de confiance. Mais vous connaissez l'émission Nu et culotté quand même? Non, c'est Mout, c'est 2 gars qui partent vraiment à poil d'un lieu et qui vont dire notre objectif, c'est d'aller faire un concert au Mont-Saint-Michel, d'organiser un concert, et du coup, ils vont partir et grâce à la solidarité des gens. Et à du l'autostop entre autres. Et du coup, je sais qu'il y a une version féminine qui s'est lancée sur un objectif. On part avec rien, mais vraiment rien, à Walpé, voilà. Et on compte sur la solidarité des gens pour arriver à notre objectif. Incroyable. Donc après, c'est sur YouTube. C'est une émission qui est là. Je sais plus sur quelle chaîne, et maintenant ils doivent diffuser sur une chaîne YouTube, mais je crois qu'ils diffusent sur un canal. Il faudrait savoir lequel. J'ai pas la référence là. Intéressant. De toutes les façons, moi je crois encore à la solidarité. Il y en a encore. Rappelle-toi à Rennes quand on est arrivé. Il n'y avait pas de portique et les gens qui sortaient du métro, ils te donnaient le ticket. Voilà. Ça, c'est la solidarité négative, peut-être. Non, ça reste de la solidarité. Moi, c'est un truc qui m'a marqué. Je ne sais pas si tu as connu cette époque-là. Oui, je voyais, j'étais à Nantes, mais effectivement, où quand tu as un ticket qui est valable 1 heure, tu peux... Dis-toi que moi, c'est un truc qui m'a marqué. Ok. Non, mais c'est vrai, Non, c'est un truc qui m'a marqué. Et en plus, c'est anonyme, donc ça va. Je rectifie. C'est-à-dire quoi? Moi, je faisais, comme je dis, quand je suis arrivé, mes 2 premières années, je faisais que voyager, découvrir plein de villes. Mais Rennes, c'était la seule ville où je ressentais cette solidarité. Vraiment, je le dis, vraiment, Rennes, c'était... Je pouvais aller à Bordeaux, je pouvais aller à Toulouse, Le Mans, ce que tu veux. Quand je rentre à Rennes, c'était le lieu où Bon, c'est le métro. Je crois que c'est parce que j'étais en galère plus que... Mais vraiment, c'était vraiment... T'avais la tête du mec en galère, donc on a donné un ticket. Et ça marchait, et je me souviens à Rennes 2. Souviens-toi, quand on était à Rennes 2, tu n'avais même pas besoin d'acheter le ticket. Il déposait tous les tickets là. Déposait sur le... Ouais. C'est des trucs qui m'ont marqué. Je ne trouvais ça dans aucune ville. Et pour prouver à quel point ça m'a marqué, c'est que j'ai voulu faire le même truc à Bordeaux. C'est-à-dire que moi, je sors du métro avec mon ticket qui a encore une validité, c'est-à-dire validité d'1 heure. J'ai fait que 2 arrêts. Je donne au mec. Il me regarde comme ça, il me dit qu'est-ce que t'as toi? Ah oui, d'accord. Je dis, peut-être c'est une pratique qui ne se fait pas là-bas. Oui, c'est ça. Et je dis, je te donne le ticket, il reste encore 1 heure. Il dit, il va là-bas. Ouais, mais c'est vrai, par exemple, qu'à Rennes Day, il le fait. Non, à Rennes, c'est vraiment un truc qui m'a juste marqué. On peut l'interpréter comme on veut, mais voilà, moi je trouve que voilà, ça a été, en tout cas, quand je suis arrivé, je l'ai interprété comme de la solidarité. Je dis, wow, incroyable. Bon, après, il y a les portiques qui sont arrivés. Voilà, donc les amis, achetez vos tickets. Et voilà, comme ça, vous n'aurez pas d'amende et on sera dans un monde plus honorable. Alors, si tu devais résumer en une phrase ce que la vie associative t'a appris, ce serait quoi? Alors, c'est vrai que j'ai parlé des assos en disant à quel point c'était génial et tout ça. Mais l'investissement dans une asso, ça demande aussi de l'énergie. Ouais. Voilà le tiers-lieu dans lequel on était quand on a dû fermer le resto, on a eu des réunions de 3 heures, enfin plusieurs, ça a été très très compliqué. Ouais. Et puis quand les bénévoles s'investissent, un bout d'1 ou 2 ans ou 3 ans, il faut qu'il y ait du relais parce qu'on peut pas avoir l'énergie de toujours tout faire. Et donc c'est cette question de l'énergie, en fait, ce que ça m'a appris, c'est que ça donne de l'énergie, ça demande de l'énergie, mais ça en donne aussi beaucoup. Oui. C'est-à-dire que je vais raconter une anecdote, c'est que donc moi c'est un village et j'habite dans le bourg, donc vraiment dans le village. En gros, mon bureau dans l'espace de travail partagé, il est à 50 mètres. Okay. Mais depuis 2 ans, j'ai un chien et depuis 1 mois, j'ai en plus un chat. Donc je suis bien chez moi avec mes 2 animaux. Qui me donne beaucoup d'amour et c'est super, mon côté voilà bisounours tout ça, mais quand même je vais au bureau pour voir des gens, c'est un espace associatif avec des gens que je croise,
Il y a des réunions mensuelles où on fait vivre le lieu, où on résout les problèmes, etc. Et c'est important pour moi parce que ce collectif donne une énergie. Donc, faut pas non plus idéaliser l'investissement associatif. Ça dépend. Tu peux être juste membre d'une asso, déjà c'est pas mal. Mais quand tu t'investis vraiment dans l'organisation de l'association, tu t'intègres encore plus. Ouais. Mais il faut savoir qu'il faut du temps et de l'énergie, qu'on n'a pas toujours. Tu vois, moi chez Angèle, j'étais un peu dans la communication. Au bout de, je crois, 2-3 ans, je dis bon là, j'arrive plus à gérer. C'était pas énorme en temps, mais j'arrivais plus à avoir la régularité d'envoyer les mails à la presse pour les événements, machin, tout ça. Il faut savoir passer le relais aussi. Passer le relais, ça veut dire aussi avoir assez confiance dans le collectif. Ouais. Donc tu m'as dit une phrase, j'en fais plein. Mais peut-être que sur cette question de l'énergie, qu'il y a des cycles. Tu vois, je reviens dans mon idée de l'arc et le hamac. En fait, il y a des cycles d'énergie qu'il faut respecter. À un moment donné, tu vas donner de l'énergie. À un moment donné, tu auras moins. Mais comme c'est un collectif, il y aura des gens pour prendre le relais. Et donc, dans les associations qui fonctionnent bien, c'est totalement accepté du moment que tu le dis. Et c'est ça qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est que quand on pense qu'on a beaucoup donné, et pour des raisons parfois très personnelles, tu peux moins donner, bah juste tu le dis, et vraiment c'est ça la force du collectif, de pouvoir pas toujours t'investir à fond, mais t'investir quand même. Je voulais juste, avant de finir, je vois qu'il est presque temps. Un dernier mot peut-être que tu pourrais dire. Je sais, la catégorie qu'on vise souvent, c'est les étudiants étrangers la plupart des fois. On ne les voit pas vraiment beaucoup. Après, je dis pour ma part, on ne les voit pas beaucoup vraiment s'engager dans des associations. Peut-être qu'ils ne comprennent pas effectivement la valeur ajoutée de s'engager. Quel appel tu pourrais leur dire au fait en son sens? Fais-toi plaisir. C'est-à-dire que pas s'engager parce qu'il faut s'engager et que c'est bien de s'engager, mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire que tu n'oses pas, et un peu comme tu l'as fait, de sortir de sa zone de confort, parce qu'une fois qu'on a fait ce pas, eh ben, c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment oser sortir de sa coquille pour trouver des gens qui vont t'accepter tel que tu es, parce que vous partagerez quelque chose, soit une cause, soit une passion, un loisir. Et déjà, le lien, il sera fait, il y aura pas, ça sera plus facile, en fait. Je pense que s'engager pour quelque chose qui nous fait plaisir, c'est plus facile qu'on le croit. Donc, il faut qu'ils osent. Ouais. Mais c'est un petit pas, je pense. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Après, je pense que c'est facile. Carte blanche. Carte blanche. Ouais. Alors, j'écris aussi des histoires. J'écris pas que pour les autres. Donc, je suis autrice à mon nom aussi, donc Alexandra Fraisse. Et donc j'ai écrit on est dans une année où la santé mentale est une grande cause nationale et on n'en parle pas beaucoup. Je sais que vous en avez parlé ici. Et j'ai écrit un roman qui a été publié en 2022 qui s'appelle Noémie dans la brume, où j'aborde la crise psychotique mais de façon poétique pour partir en voyage sur un chemin de résilience avec une jeune femme perdue dans un labyrinthe. Et voilà. Et donc, c'est ce que je disais, de parler de l'intime parce que c'est aussi universel. C'est pas pour raconter des choses personnelles pour me faire plaisir. C'est parce que j'ai des mots qui me viennent facilement. Du coup, je les utilise. Et voilà, j'ai écrit une nouvelle Sous les écailles. Là, j'ai un roman en cours d'écriture. J'en suis à la moitié, donc si tout se passe bien, mon éditrice pourrait éventuellement, si c'est bien, quand elle le lit, le publier à l'automne prochain. Voilà, donc ça c'est le projet. Et après, une fois que j'aurai lancé mes newsletters sur l'arc et le hamac, j'aimerais écrire un essai sur cette dynamique de l'engagement et ces cycles nécessaires qu'il faut écouter. En physique aussi ? En numérique et en physique, bien sûr. Oui. Non, mais c'est une maison d'édition. Je suis publiée dans des maisons d'édition qui font des livres en physique que tu peux acheter, commander soit auprès de la maison d'édition, soit chez ton libraire. Et puis après, souvent, il y a parce qu'il ne faut pas trop utiliser de papier, il y a aussi des versions numériques pour ceux qui ont des liseuses qui sont aussi moins chères quand on a moins de budget. Super. En tout cas, c'est bon pour toi. C'est bon. Les amis, en tout cas, c'était un honneur, un plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra Fraisse. Eliazor. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'était d'évoquer l'engagement associatif, l'engagement... l'engagement tout court. L'engagement tout court, voilà. Donc c'était ça l'idée. Et merci beaucoup, Alexandra, d'être passée. Merci. Et j'espère qu'on se reverra sur d'autres projets aussi intéressants que ce podcast. En tout cas, merci beaucoup, et merci beaucoup à Radio Laser, merci beaucoup à l'Edulab Pasteur, merci beaucoup à Aristide d'être là. C'était un plaisir. Et merci à vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, les amis, au prochain épisode, au revoir.